Alors, bon, moi je suis clinicien, et donc ce qui m'intéressait dans l'approche, c'est l'aspect du retour au travail. Dans quel sens je dois... Voilà. Et donc de se poser deux questions, c'est quand est-ce que je suis prêt à retourner au travail? Et qu'est-ce que je dois avoir acquis au cours de mon incapacité comme compétence pour maintenir mon retour dans la durée? Alors, quand est-ce que je suis apte à retourner au travail? Les gens me demandent ça souvent. Ça va durer combien de temps? Ben, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faudra se hâter lentement. C'est-à-dire que si on va trop vite, on se casse la gueule. Et plus ça va durer, plus l'angoisse de retourner au travail va augmenter et ça va être dur. Et donc, il faut essayer de trouver un juste milieu entre retourner au travail, mais pas trop vite. Alors, cliniquement, j'ai essayé de me mettre dans la peau de personnes qui vivraient un burn-out ou de personnes dont le compagnon ou la compagne vit un burn-out ou de collègues de travail qui voient revenir quelqu'un, de se demander si c'est une bonne idée qu'il retourne au travail. Parce que si on retourne trop vite, c'est une mauvaise affaire et pour l'employeur et pour le travailleur. Si je me recasse la figure au bout de 3 mois, ça fait une épreuve de plus et ça augmente l'impression de mon incapacité à gérer les choses et mon image de moi en prend vraiment un vilain coup. Et pour l'équipe, généralement les gens en burn-out ont été absents pendant longtemps, donc il y a quelqu'un qui a fait office de remplaçant. Quand on sait qu'il revient, on lui dit « retourne travailler là où tu étais ». L'ancien travailleur revient à sa place et si au bout de 3 mois il n'est plus là, il met tout le monde dans la merde. Donc c'est une mauvaise idée de vouloir revenir trop vite. Alors qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Et il faut d'abord se rappeler quels sont les grands signes qui accompagnent un burn-out. D'une part, tous les gens qui sont en burn-out vous diront qu'ils sont très très vite fatigués et que leur capacité à résister dans la durée en a pris un coup. Et au début du burn-out, par exemple, ça va jusqu'à un véritable épuisement. Je connaissais un patient qui me disait « Il y a des fois, docteur, c'est pas dans l'été, je suis devant ma TV, j'ai envie d'aller boire un verre d'eau, mais c'est dans la cuisine. Et docteur, la cuisine, c'est comme si je devais aller à pied de Bruxelles à Pékin. Mais au bout d'un temps, j'ai tellement soif que je vais à Pékin. Et je prends un verre d'eau. Mais retourner devant la télé, c'est de nouveau faire Pékin-Bruxelles. Alors je reste parfois 2 heures dans ma cuisine avec mon verre d'eau. Autre symptôme classique, les troubles de la concentration. Et ce qui peut poser évidemment de grands problèmes par rapport au job et au travail. Les troubles de la mémoire immédiate. Où ai-je mis mes lunettes? Où sont mes clés? Où ai-je parqué ma voiture? L'irritabilité. Les gens qui sont en burn-out ne sont pas tristes, ce n'est pas des déprimés, mais rapidement, les choses les agacent. Et généralement, les premiers paratonnerres par rapport à ces agacements sont les enfants ou l'épouse. Il y a les troubles du sommeil. Il est très rare qu'il y ait des gens en burn-out qui n'aient pas de difficultés à dormir. D'habitude, ils n'ont pas beaucoup de difficultés à s'endormir. Mais ils se réveillent à 4 heures du matin et regardent le plafond jusqu'au moment où le réveil sonne. Et puis il y a les phobies des foules, c'est-à-dire que de plus en plus, être dans des endroits où il y a du monde est insupportable. Et donc ça, c'est la question de l'espace de sécurité, c'est quelque chose de physiologique. Dans notre société, l'espace de sécurité, c'est à peu près ceci. Si je suis plus près, je suis dans votre espace de sécurité. Et chaque fois, il va y avoir un signal d'alarme physiologique qui dit que vous êtes en danger. Et donc, quand on est en burn-out, en fait, au lieu d'être à cet espace-là, on est facilement à cet espace-ci. Et donc, il y a des tas de choses qui sont insupportables. Prendre le métro, n'en parlons plus. Ou le bruit. Le bruit fait irruption dans votre bulle de sécurité tout le temps. C'est insupportable, le bruit.
Alors, fatigabilité. Alors, pour savoir si on est capable de retourner au travail, il faut au moins être capable d'avoir une activité continue durant 4 heures par jour. C'est pas beaucoup, hein? Sans le payer cher le lendemain. Parce qu'ils sont capables tous de faire 4 heures d'affilée. Et puis ils doivent récupérer pendant 2 jours. Et donc, en général, évidemment, ce qu'on conseille après un burn-out, c'est de retourner au travail avec un temps progressif pour pouvoir se réhabituer à être dans le bain. Les troubles de la concentration et de la mémoire immédiate. Alors, quelques petits éléments. Si vous n'êtes pas capable de lire un roman, n'espérez pas retourner au travail. Ça paraît bête, lire un roman. Hein. Mais pour lire un roman, on ne met pas tout en mémoire. Hein, on lit une quinzaine de pages et on retient un petit peu ce qui est dedans. Et au bout de 15 pages, on voit ce qu'on va garder pour l'avenir. Hein. Et par exemple, pour ceux qui aiment bien les policiers, ce qu'il y a d'amusant dans un policier, c'est qu'il nous berne parce que dans ce qu'on décide qu'on va garder pour le futur, eh bien oui, ce sont des choses importantes, mais on laisse tomber les points importants. Et donc, le romancier nous dit tout, et jusqu'à l'avant-dernière page, on ne sait toujours pas qui c'est, alors qu'on nous l'a dit. Donc, être capable de lire un roman. Si vous n'êtes pas capable de lire un roman, ou si vous n'êtes plus capable de lire un roman, mettez-vous en incapacité. Autre élément qui est aussi un indicateur, être capable de lire un article quelconque et d'en faire le résumé le lendemain. Autre élément aussi typique, c'est être capable de suivre une conversation quand on est 5 ou 6 personnes. Ils vous disent très régulièrement, au bout d'une demi-heure, je ne suis plus là. Être capable d'avoir une attention soutenue d'1 heure d'affilée, sans maux de tête ou fatigue excessive. C'est là qu'on va savoir s'ils ont un burn-out ou pas. Et alors, fatalement, par rapport à ces troubles, on apprend, il ne faut pas hésiter à utiliser ce que j'appelle les prothèses, hein, les post-it, les agendas, les reminders, hein, qui vous aideront justement dans ces troubles de la mémoire et de la concentration. J'avais parlé des bulles de sécurité. Donc, dans notre société, la bulle de sécurité est à peu près d'1 mètre, 1,20 m. Et donc, l'un des éléments qui est caractéristique, c'est est-ce que je suis capable de faire les courses dans un supermarché en temps normal? Donc, je ne vous demande pas de faire les soldes le premier jour des soldes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui trouvent ça très agréable, ou les courses le 24 décembre après-midi. Là, tout le temps, il y a des gens qui rentrent dans votre bulle de sécurité. Mais un supermarché, il ne faut pas nécessairement pour devoir faire les courses à 8 heures du matin quand il ouvre. Parce que dans un supermarché, il y a des tas de fois où les gens rentrent dans votre bulle. Hein. Ils passent d'un rayon à l'autre, et chaque fois, il y a une alarme. Hein. Ou faire la file à la caisse, ils sont dans votre bulle. Hein. Et l'élément aussi important, c'est éprouver du plaisir à de nouveau sortir de chez soi. Attendez. L'irritabilité. Alors, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que le soir, je suis encore buvable? Qu'est-ce que disent mes proches? Généralement, les proches le disent. Que ce soit vos enfants ou votre compagnon ou votre compagne. Comment vous supportez les contrariétés? Et cette fameuse tolérance au bruit. C'est emmerdant pour tout le monde, hein, le bruit. On ne peut pas se fermer les oreilles, hein, on peut fermer les yeux, mais on ne sait pas fermer les oreilles, et donc c'est quelque chose qui est particulièrement agaçant. Le réveil 4 heures du matin. Alors il faut savoir que le réveil 4 heures du matin est un réveil physiologique d'alarme. Normalement, vers 4 heures du matin, on se prépare à se réveiller.
Et petit à petit, progressivement, le sang va retourner dans vos muscles, votre respiration va augmenter, votre cœur va augmenter, votre tension va augmenter, pour que vous puissiez vous mettre debout et marcher. Normalement, c'est progressif. Mais après les premières heures de sommeil, en fait, il y a aussi une autre possibilité qui est, si vous entendez un bruit anormal, vous devez vous réveiller à l'instant. C'est ça le réveil d'alarme. Et les gens qui sont stressés utilisent, alors qu'il n'y a pas de bruit anormal, utilisent ce mécanisme tous les jours. Et donc il faut se dire aussi qu'à l'approche du retour au travail, probablement qu'il va réapparaître. Et donc il faudra avoir appris des techniques d'auto-hypnose ou de relaxation. Ça, c'est les signes qui pourraient faire me dire « Ok, je suis prêt à pouvoir retourner au travail. » Maintenant, qu'est-ce que je dois avoir acquis comme compétence pendant mon temps d'incapacité de travail, qui va me permettre de pouvoir retourner au travail dans la durée? Le premier élément, c'est qu'il faudra avoir appris la bienveillance. Généralement, les gens qui font un burn-out, ce n'est pas des tirs au flanc. Hein. Ils ne font jamais de burn-out, des tirs au flanc. Non, ce sont des personnes exigeantes, perfectionnistes, jusqu'au boutistes. Et donc, il faut pour ces gens-là, ce n'est pas du tout évident de se dire qu'on ne doit pas toujours avoir 20 sur 20. Et même, horreur, qu'on peut réussir avec du 10 sur 20. Et c'est bien. On ne vous en demande pas plus. Il faut aussi apprendre à savoir demander aux autres, pas vouloir faire tout seul soi-même. Et donc demander aux autres ou déléguer, même si c'est moins bien fait que si je le fais moi-même. Ça, c'est difficile aussi. Savoir féliciter les autres. Écouter ce que dit mon corps. Parce que c'est généralement, il nous a alertés bien avant qu'on ait des problèmes. Et mes envies, eh bien, ce n'est pas des caprices. Quand je n'ai pas envie, eh bien, mon envie ou ma non-envie a le droit de parole. Elle a le droit d'être écoutée. Ça ne veut pas dire qu'on va la suivre tous les jours ou tout le temps, mais elle a droit à la parole. Et je n'ai pas envie est une excuse ou une raison valable. Deuxièmement, il faudra avoir appris à, je l'ai dit au début, se hâter lentement. Et de cesser d'être dans l'urgence permanente. Il ne faut pas que les choses aillent vite tout le temps. Il ne faut pas vouloir guérir trop vite. Il faut pouvoir donner du temps au temps. Et par exemple, apprendre qu'il est indispensable de mettre des pauses dans la journée et que faire une pause, ce n'est pas perdre son temps. Il y a certaines personnes dans les ressources humaines qui devraient l'apprendre. Et donc, c'est l'importance des bulles. Ce n'est pas nécessairement long, des bulles. Ça peut être 5-10 minutes. Mais ça nous permet de se ressourcer. Et donc de pouvoir se dire que ça va prendre le temps que ça prend. Il y a un proverbe qui dit « Tirer sur une salade ne la fait pas pousser plus vite ». Et donc il faut aller au rythme de la salade, qu'elle soit biologique ou pas. Gérer la fatigabilité. Après un burn-out, on reste vulnérable pour le restant de sa vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va passer. On reste vulnérable à la fatigabilité pour un temps indéterminé. Et donc, il faudra devenir un professionnel de sa fatigue. Et donc, il faudra avoir appris à identifier ce qui me fait consommer beaucoup d'énergie. Identifier les meilleurs moyens pour moi de refaire le plein d'énergie. Savoir dépenser mon énergie dans la longueur. Savoir écouter quand je dois faire des pauses et écouter mes besoins.
Et aussi apprendre à mettre des limites et à être plus assertif. Beaucoup de gens qui sont en burn-out, ce qu'on peut leur reprocher, non seulement ils sont perfectionnistes, ils sont jusqu'au boutistes, mais ils sont trop gentils. Trop gentils. Et ils ne savent pas dire non. Et donc, c'est tout un apprentissage contre certains messages contraignants d'éducation. Par exemple, dans l'éducation, on dit que quand on s'occupe de soi, on est égoïste. Non, c'est pas vrai. On n'est pas méchant quand on dit non. On ne vous aimera pas moins si vous dites non. Et donc, on apprend à exprimer ses envies et ses besoins dans la vie de tous les jours. Et, on en avait parlé, savoir se relaxer. Donc, il faudra avoir appris des techniques de relaxation ou de pleine conscience, utiliser régulièrement la respiration abdominale, savoir utiliser ces techniques en cas d'insomnie, pratiquer des activités physiques aérobiques parce que ça détend les tensions musculaires, et savoir aussi s'autoriser, comme je dis souvent à mes patients, à faire l'otarie sur le canapé, sans se culpabiliser. Pouvoir être là et se dire, ben voilà. Et pour terminer, se dire que ce qui va être important, c'est qu'il faut bien que dans notre vie de tous les jours, il y ait un temps pour le travail et un temps pour soi. Merci.